Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va calculer des matrices de passage. Donc, on travaille dans un espace vectoriel de dimension 3. Qu'est-ce qui se passe? On travaille dans un espace vectoriel de dimension 3. On a une base de cet espace vectoriel. Remarquez qu'on ne connaît pas ni l'espace vectoriel ni la base. À partir de la base UVW qu'on a, cependant, on peut construire une famille de vecteurs, puisque je ne sais pas dans quel espace vectoriel je suis, mais je sais que je peux quand même multiplier des vecteurs par des constantes et faire des additions. Donc je peux complètement définir les vecteurs V plus W, W plus U et U plus V, même si je ne sais pas qui c'est UV et W, et c'est ce qu'on fait ici. On appelle cette nouvelle famille de vecteurs B', et il s'agit de montrer que c'est une base. C'est quelque chose qu'on avait déjà un peu abordé dans le TD4. Remarquons pour commencer que B', c'est une famille à 3 vecteurs. Et 3, c'est justement la dimension de E. Donc pour montrer que B' est une base, comme on doit le faire, il suffit de montrer que c'est une famille libre. Et du coup, on va faire ça. C'est plus difficile de montrer qu'elle est génératrice, puisque pour montrer qu'elle est génératrice, il faudrait qu'on prenne un vecteur dans E et qu'on l'écrive comme une combinaison linéaire de E1, E2, E3. On peut, mais c'est moins facile puisqu'on ne sait pas qui c'est les vecteurs de E. Donc là, ici, le plus stratégique, le plus facile, pour montrer que c'est une base, c'est de montrer que c'est une famille libre. Alors, c'est-à-dire, pour montrer qu'une famille est libre, il faut montrer que si je prends 3 scalaires, lambda 1, lambda 2, lambda 3, et que je suppose que lambda 1, E1 plus lambda 2, E2 plus lambda 3, E3, c'est le vecteur nul, est-ce que je peux en déduire que tous les lambda i sont forcément nuls, ou est-ce qu'il y a d'autres lambda i non nuls qui donnent ce résultat? Dans le premier cas, elle sera libre, et c'est ce qu'on s'attend donc à trouver. Dans le deuxième cas, elle ne sera pas libre. Alors, on ne sait pas qui sont précisément E1, E2 et E3, mais on peut les exprimer en fonction de U, V et W. Donc E1, c'est V plus W. E2, c'est W plus U. E3, c'est U plus V. Donc on peut réécrire notre combinaison linéaire comme ceci. Et maintenant, je vais compter combien de fois j'ai le vecteur U. Donc je l'ai lambda 2 plus lambda 3 fois. J'ai lambda 2 plus lambda 3 fois le vecteur U, plus le vecteur V, lambda 1 plus lambda 3 fois. Lambda 1 plus lambda 3 fois V. Et enfin, lambda 1 plus lambda 2 fois W. Et ça, on suppose donc que ça fait le vecteur nul de E, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut affirmer à partir de là? On sait que UVW, c'est une base, donc UVW est libre. Pourquoi ça nous aide? Parce que ça veut dire que UVW est libre, c'est que si j'ai cof fois U plus cof fois V plus cof fois W qui fait 0, c'est que forcément les trois coefficients doivent être nuls. Et vice-versa, évidemment, si les trois coefficients sont nuls, forcément, la combinaison linéaire est nulle. Donc en fait, puisque UVW est libre, cette équation que j'ai là, elle équivaut à lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Les trois coefficients sont nuls, donc lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Et lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Donc un système linéaire qu'on va résoudre. Et si la seule solution, c'est que tous les lambda i sont nuls,
eh ben, c'est que la famille est libre. Or, ce système, alors déjà pour commencer, on peut mettre la ligne 3 qui a l'air plus pratique en haut pour pouvoir faire un pivot de Gauss, puisque la première ligne n'a pas de lambda 1, ce qui nous empêche de commencer un pivot de Gauss. Là, lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Maintenant, je fais... Alors là, j'ai fait L1, je l'ai échangé avec L3. Et maintenant, L2, je vais lui soustraire la nouvelle ligne L1 pour commencer à échelonner le système. La première ligne, on la laisse comme ça. La deuxième ligne, du coup, devient moins lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et la dernière ligne, c'est lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Donc, il ne nous reste plus qu'une étape. Je vais décaler tout ça vers la gauche encore un coup pour avoir la place de l'écrire. Puisque maintenant, il ne me reste plus qu'à sommer, qu'à ajouter la deuxième ligne à la troisième. L3 devient L3 plus L2 pour obtenir lambda 1 plus lambda 2 égale 0, moins lambda 2 plus lambda 3 égale 0, et 2 lambda 3 égale 0. Et en faisant ça, donc on obtient que lambda 3 égale 0, du coup lambda 2 aussi, et si lambda 2 égale 0, lambda 1 aussi. Donc ça, en fait, ça nous dit que lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont tous nuls. Et donc, la famille B' est libre. Et c'est donc une base 2. Alors, merveilleux. On nous demande maintenant, et ça c'est plus dans le cadre de ce chapitre, de trouver la matrice de passage du coup de l'ancienne base B à cette nouvelle base B'. Alors, comment fait-on? Pour trouver la matrice de passage d'une base B à une base B', on note en général P de BB', et ici je vais juste la noter P, puisqu'on n'a pas vraiment d'autres bases dans cet exercice qu'on risquerait de confondre. Donc les colonnes de la matrice de passage, ça va être donné par les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Donc c'est les coordonnées des vecteurs E1, E2, E3 de B' dans la base B. Maintenant, E1, c'est V plus W. Alors, c'est quoi ces coordonnées dans la base B? Dans la base B, du coup, E1, du coup, c'est 0 fois le vecteur U, plus 1 fois le vecteur V, plus 1 fois le vecteur W. Et je me suis trompé. 0, disais-je, fois le vecteur U, plus 1 fois le vecteur V, plus 1 fois le vecteur W. Donc, la première colonne de la matrice de passage, ça va être 0, 1, 1. E2, c'est le vecteur U plus W. Donc, c'est une fois le vecteur U, 0 fois le vecteur V et une fois le vecteur W.
Donc la deuxième colonne de notre matrice de passage, ça va être, décidément je vais absolument mettre un 0 là, ça va être 1, 0, 1. Enfin, E3, il s'écrit comment? Il s'écrit U plus V, et ça du coup c'est égal à une fois le vecteur U, une fois le vecteur V, 0 fois le vecteur W. Et ça nous donne la troisième colonne de la matrice de passage. Donc, la matrice de passage de B à B', c'est cette matrice. Alors c'est tout ce qu'on nous demande dans cet exercice, mais moi j'ai une question bonus. Puisqu'on a deux bases B et B', on peut faire la matrice de passage de B à B', mais on peut aussi faire la matrice de passage de B' à B. Qu'est-ce que ça donnerait du coup? La matrice de passage de B' à B. Alors, pour avoir la matrice de passage de B' à B, on peut s'y prendre de deux façons. La première, c'est avec la définition dont je viens de parler. C'est de trouver du coup les coordonnées de UV et W dans la base E1, E2, E3. Du coup, les coordonnées de UVW dans la base B'. Alors le truc, c'est comment on trouve les coordonnées de UV et W dans la base B'. Il faut qu'on trouve du coup les coefficients tels que U il est égal à lambda 1 fois E1 plus lambda 2 fois E2 plus lambda 3 fois E3. Donc il faut qu'on combine E1, E2 et E3 pour obtenir U. Donc on peut essayer de le faire à la main, mais on peut être un peu plus systématique. Je ne vais pas l'appeler U, du coup, je vais prendre un vecteur de E, je vais l'appeler X. Ou plutôt, disons... Ah oui, non, si je veux le faire dans le cas général, ça sera plus simple. Oh, excusez cette hésitation. Donc, il nous faut les coordonnées des vecteurs UV et W dans la base B'. Comment on trouve les coordonnées de vecteurs de E dans la base B'? Si je prends un vecteur de E, puisque UVW c'est une base de E, donc ça c'est B, comme B est une base de E, on sait qu'il existe un unique triplet x1, x2, x3 dans R3, tel que x égale x1u plus x2v plus x3w. Et nous, on cherche lambda 1, lambda 2 et lambda 3, tel que x égale lambda E1 plus lambda 2 E2 plus lambda 3 E3, ce seraient les coordonnées du coup de x. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, ce seraient les coordonnées de x dans la base
dans la base B'. Maintenant, x égale lambda 1 plus lambda 2 E2 plus lambda 3 E3. Ça revient à dire que lambda 1 fois V plus W, ça c'est U, c'est E1, plus lambda 2 fois U plus W, ça c'est E2, plus lambda 3 fois U plus V, il doit être égal à x1U plus x2V plus x3 fois W. Ok, bon. Alors, on fait comme à l'étape d'avant, on va réunir à gauche les U, les V et les W entre eux. Donc les U, on a lambda 2 plus lambda 3, comme on avait déjà calculé. Les V, j'en ai lambda 1 plus lambda 3. Et les W, j'en ai lambda 1 plus lambda 2. Et maintenant, je mets tout du même côté. Donc j'ai lambda 2 plus lambda 3 moins x1 fois u plus lambda 1 plus lambda 3 moins x2 fois v plus lambda 1 plus lambda 2 moins x3 fois w qui est égal à 0. Qui est égal au vecteur nul 2. Et maintenant, je sais, comme la dernière fois, que B, elle est libre. Donc, cette équation, elle nous dit que tous les coefficients devant U, V et W doivent être nuls. Lambda 1 plus lambda 3, du coup, moins x1, ça doit faire 0, autrement dit, pardon, c'est lambda 2 moins lambda 3, pas lambda 1 moins lambda 3. Lambda 2 plus lambda 3 moins x1, ça doit être égal à 0. Lambda 1 plus lambda 3 moins x2, ça doit être égal à 0. Et lambda 1 plus lambda 2 moins x3, ça doit aussi être égal à 0. Autrement dit, nous on cherche lambda 1, lambda 2 et lambda 3, je rappelle. Et maintenant on sait que lambda 2 plus lambda 3 égale x1. Lambda 1 plus lambda 3 égale x2. Et lambda 1 plus lambda 2 égale x3. Donc en fait on se retrouve à devoir résoudre une équation, à devoir résoudre un système avec un second membre x1, x2, x3, quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps. Hein. Donc là, du coup, en fait, je vais faire les mêmes opérations que ce que j'avais déjà fait pour montrer que la famille est libre. Je vais échanger la première ligne avec la troisième pour pouvoir commencer un pivot de Gauss. Et puis je vais pivoter de Gauss pour obtenir les lambda i en fonction des xi. Pour faire ça, comme à l'étape d'avant, comme pour montrer que la famille était libre, je fais L2 moins L1. Donc lambda 1 plus lambda 2, on a dit ça fait x3. Du coup, L2 moins L1, ça nous dit que moins lambda 2 plus lambda 3, ça fait du coup x2 moins x3. Et la troisième ligne, lambda 2 plus lambda 3 égale x1. Et j'additionne la deuxième ligne à la troisième, ce qui me donne lambda 1 plus lambda 2 égale x3, moins lambda 2 plus lambda 3 égale x2 moins x3, c'est un peu ricrac mais ça passe, et du coup je vais avoir 2 lambda 3 qui est égal à x1 plus x2 moins x3. C'est un peu serré à gauche, là je vais tout décaler.
les miracles du tableau virtuel. Toc. Voilà, on voit un petit peu mieux, je pense. Ok. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Lambda 3, du coup, la troisième coordonnée de x dans la base B', c'est x1 plus x2 plus moins x3 divisé par 2. Du coup, d'après la ligne d'avant, lambda 2, il est égal à, si je le passe de l'autre côté, il est égal à lambda 3 moins x2 plus x3. Si je fais ça moins x2 plus x3, je vais avoir x1 plus x2 moins x3 moins 2x2 plus 2x3 divisé par 2, ce qui va me faire au total x1 moins x2 plus x3 divisé par 2. Et lambda 1, il est égal à x3 moins lambda 2. Donc il va être égal à moins x1 plus x2 plus x3 divisé par 2, comme je vous laisse le vérifier si ce calcul était un peu rapide. Qu'est-ce qu'on conclut de cette résolution? On en conclut que si x dans E, il s'écrit x1u plus x2v plus x3w, pardon, x1u plus x2v plus x3w, alors x, on peut aussi l'écrire à moins x1 plus x2 plus x3 divisé par 2 fois E1 plus x1 moins x2 plus x3 divisé par 2 fois E2 plus x1 plus x2 moins x3 divisé par 2 fois E3. En particulier, si on fait ça avec UV et W eux-mêmes, si on applique cette formule, U, il est égal à 1 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W. Ses coordonnées dans la base UVW, c'est 1, 0, 0. Donc pour avoir ces coordonnées dans la base E1, E2, E3, il suffit de remplacer x1 par 1 et x2 et x3 par 0. Et si on fait ça, on s'aperçoit que U, du coup, c'est moins 1 demi de E1, plus 1 demi de E2, plus 1 demi de E3. Donc les coordonnées de U dans la base E1, E2, E3, c'est moins 1 demi, 1 demi, 1 demi. V, V pareil, hein, c'est 0 fois U plus 1 fois V plus 0 fois W. Donc V, c'est 1 demi de E1 moins 1 demi de E2 plus 1 demi de E3. Et enfin, W, puisqu'il est égal à 0 fois U plus 0 fois V plus 1 fois W. Et du coup, pour obtenir ces coordonnées dans la base E1, E2, E3, il suffit de remplacer x1 et x2 par 0 et x3 par 1, ce qui nous fait 1 demi de E1 plus 1 demi de E2 moins 1 demi de E3. Et du coup, ça, c'est les coordonnées de U dans la base E1, E2, E3. Donc ça nous fait la première colonne de la matrice de passage de E1, E2, E3 à UVW. Moins 1 demi, 1 demi, 1 demi.
V, du coup, ses coordonnées dans la base E1, E2, E3, c'est 1,5 moins 1,5, 1,5. Et ça nous fait la deuxième colonne de la matrice de passage de B'AB. Et enfin, W, ses coordonnées dans la base E1, E2, E3, c'est 1,5, 1,5 moins 1,5. Et ça, c'est la troisième colonne de la matrice de passage. Ça, c'est W qui nous l'a donné. Ça, on voit pas très bien en jaune, pardon, je changerai la couleur ensuite. Ça, c'est V, c'est les coordonnées de V. Et la première colonne, c'est les coordonnées de U. Donc ça, c'est une première façon de trouver la matrice de passage. Remarquez qu'au passage, c'est le cas de le dire, on a montré que n'importe quel vecteur de était combinaison linéaire de E1, E2, E3. Donc on a montré en fait que E1, E2, E3 était génératrice. On le savait déjà puisqu'on a montré qu'elle était libre et le cardinal égale à la dimension de l'espace vectoriel. Mais si on avait voulu montrer qu'elle était génératrice, du coup, on aurait pu faire comme ceci. On aurait dû en fait faire comme ceci. Il y a une autre façon. Ah, une dernière remarque que je voulais faire. Ici, vous voyez que si on multiplie, si on prend les coordonnées du vecteur x dans la base, dans l'ancienne base, donc ce que j'avais noté à x1, x2, x3, bah, du coup, les coordonnées, en fait, si vous regardez, les coordonnées de x dans la nouvelle base, pardon, si on prend, c'est ça, x1, x2, x3, les coordonnées dans la base B, en fait, les coordonnées dans la base B', elles sont égales à, si vous regardez bien, en fait, c'est la matrice PB', fois les coordonnées de x dans la base B. Si vous multipliez x1, x2, x3 par cette matrice-là, vous allez retomber sur lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et ça, c'est une propriété des matrices de passage. Alors, si vous regardez votre cours, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le cours, je vous ai dit que les coordonnées de x dans la nouvelle base, elles étaient égales à l'inverse de la matrice de passage de B à B', fois les coordonnées de x dans l'ancienne base. Et là, au lieu d'avoir l'inverse de la matrice de passage de B à B', on a la matrice de passage de B' à B. Pourquoi c'est pas la même formule? En fait, c'est la même formule, et ça, c'est la méthode 2. La matrice de passage de B' à B, c'est en fait l'inverse de la matrice de passage de B à B'. Alors, pourquoi j'écris en marron? Je ne sais pas. Parce que j'ai mal cliqué. Voilà, méthode 2. Une autre façon de trouver la matrice de passage de B' à B, c'est de calculer l'inverse de la matrice de passage de B à B'. Et on a trouvé P de B, B', c'était 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ça. Donc on peut calculer l'inverse de cette matrice. Donc la matrice de passage de B à B', on a dit que c'était 1, 1, 0, 1, 0, 1. Non, c'est pas ça. C'est le contraire, les zéros sont sur la diagonale. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0.
Et puis on va calculer l'inverse à grand coup de pivot de gauche, donc je mets un grand trait, comme ça. Et à droite de ce trait, vous vous rappelez, ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais la méthode n'est pas obsolète pour autant, on met la matrice identité. Et maintenant, on va faire des opérations sur les lignes et les colonnes pour avoir identité à gauche et une matrice différente à droite. Et cette matrice à droite, ce sera la matrice P inverse de PBB'. Alors, première chose que je vais faire, je vais changer la ligne 1 et la ligne 3 pour pouvoir commencer mon pivot de Gauss, puisque je ne peux pas le faire avec un 0 sur la première ligne. Maintenant, je commence à faire mon échelonnage. Donc, la ligne 2, je lui soustrais la ligne 1. Dites-moi si vous avez déjà l'impression d'avoir fait ces opérations quelque part. 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 1, 1. Ce qui nous fait, du coup, la première ligne, elle n'a pas bougé. Ici, on obtient 0, 1, moins 1. Et ici, 1, 0, 0. Excusez-moi. Maintenant, je fais la ligne 2, la ligne 3, je lui ajoute la ligne 2. Ce qui me donne 1, 1, 0, 0, moins 1, 1 et 0, 0, 2. Et du coup, en bas, j'ai maintenant 1, 1, moins 1. Hop là, je vais reprendre en haut pour pas que ça prenne toute la page. On va mettre un double trait ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la troisième ligne par 2. Hop là, qu'est-ce que j'ai vu? La troisième ligne, on la divise par 2 pour obtenir un truc qui ressemble plus à la matrice identité. Si on fait ça, on obtient du coup 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, ça ne va pas changer. Ici, du coup, on n'a pas touché à 0, 0, 1 et 1, et 0, 1, moins 1. Et la dernière ligne, par contre, devient maintenant 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Ensuite, on va remonter, on va faire la deuxième ligne moins la troisième pour éliminer le 1 qui est ici. Un demi, moins un demi. Alors si je fais cette ligne-là moins celle-là, j'obtiens moins un demi et moins 1 plus 1 demi qui fait moins 1 demi. Et ici, j'ai toujours 0, 0, 1. Maintenant, pour éliminer le 1 qui est ici, je vais faire L1 plus L2. Ce qui nous fait, du coup, à gauche, on n'est vraiment pas loin d'avoir la matrice identité. Et à droite, si je fais L1 plus L2, j'obtiens moins 1 demi, puis 1 moins 1 demi qui fait 1 demi. Ici, j'ai moins 1 demi, moins 1 demi. Et en bas, j'ai 1 demi et moins 1 demi. Et pour avoir la matrice identité, du coup, il suffit de multiplier la deuxième ligne par moins 1. Ici, du coup, on obtient la matrice identité de taille 3. Et ce qu'on a obtenu à gauche, c'est l'inverse de la matrice de passage de BAV', qui est aussi la matrice de passage de B'Ab.
Et on retrouve le résultat qu'on avait obtenu avec l'autre méthode. La matrice de passage de B' à B, c'est l'inverse de la matrice de passage de B à B'. Et c'est la matrice, du coup, je ne vais pas avoir la place, je vais mettre ça en dessous. Et c'est la matrice, du coup, moins 1,5, 1,5, 1,5, etc. qu'on vient d'obtenir. Donc une autre façon d'obtenir la matrice de passage d'une base à une autre base, c'est de B' à B, c'est de faire l'inverse de la matrice de passage de B à B'. Ce qui est un peu plus simple que ce qu'on a fait au coup d'avant avec les coordonnées, mais j'espère que vous voyez un petit peu du coup pourquoi ça marche. Voilà, j'espère que c'était clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.